manuscrit anonyme. Wilfried Voynich soulève ses lunettes. Il jette un regard interrogatif vers les jésuites qui restent de marbre. Inquiet, il plisse les yeux, les écarquille et tente à nouveau de lire la première page du manuscrit. Mais non. Il tourne les folios, tourne encore, toujours en vain. Des plantes incongrues, des fleurs à faire pâlir Interflora, un paquet de nymphes à n'en savoir que faire, des planètes, des zodiaques, des cercles concentriques, ça, des dessins, il y en a. Mais pas un mot de compréhensible. Pourtant, c'est un spécialiste des manuscrits anciens, Wilfried. Il est capable de reconnaître n'importe quelle langue écrite, quelle que soit son origine, quelle que soit sa syntaxe. Sauf que là, on ne joue plus dans la même cour. Si quelques caractères rappellent vaguement nos lettres classiques, la grande majorité est totalement inédite et ne correspond à aucun autre alphabet humain répertorié à travers le monde et les âges. Ces notions de graphologie lui permettent d'affirmer assez rapidement, comme tous les experts le feront par la suite, que les lignes ont bel et bien été écrites de gauche à droite et de haut en bas. Les mots sont séparés par des espaces, l'écriture est élégante, les caractères harmonieux, presque enfantins, c'est à peu près tout ce dont on peut être sûr. Mais Voynich ne parvient à rien déchiffrer, ne serait-ce qu'un seul de ces mots. Après son interrogation et sa surprise, les jésuites lui confient que ce manuscrit a été placé dans leurs archives vers la fin du premier tiers du XIXe siècle, suite à des troubles politiques non déterminés en Europe de l'Ouest, et qu'ils n'ont jamais réussi à en identifier l'auteur, traduire le texte, ni en comprendre le sens. Wilfried se rassoit, reste immobile, le regard capté par les hiéroglyphes de Vélin. La compagnie de Jésus n'occupera la Villa Mondragone qu'en 1865. Pourtant, lors du déménagement de leurs archives, le manuscrit imposteur qu'ils ont recueilli saura se faufiler entre les piles, plier, replier, corner dans les recoins des malles, jouer les feux follets insaisissables pour finalement accéder au repos, qui aurait dû être éternel, bien au chaud, bien au creux de la villa qui le berçait de ses prières, l'enchantait de ses cantiques dans le vent de la vallée. Tout en écoutant le frère supérieur, Wilfried continue à tourner les pages huileuses sur lesquelles il peut contempler d'autres plantes délirantes, des animaux dans des cercles, des signes astrologiques, alchimiques, des symboles de pharmacopée, des femmes baignant nues dans des bacs, des tuyauteries à l'aspect organique, de bien étranges dessins faisant tourner la tête de l'antiquaire, des dessins en matière minérale, épaississant le mystère. Tous ces motifs s'enchevêtrent dans les phrases, ou sont-ce les phrases qui s'y mêlent ? Le texte est écrit à la plume d'oie, à l'encre noire, et occupe environ 250 pages, dont une quarantaine serait manquante, selon les dires d'un des frères. Ne sachant quelle décision prendre, pesant en silence le pour et le contre, le poignet fatigué du colporteur ploie sous le poids du manuscrit et, alors qu'il va le reposer sur la malle, contre toute attente, une lettre s'échappe du manuscrit.